Bienvenue sur Gabon 24, à la une de l'actualité africaine. La chute du président Omar el-Béchir au Soudan, sa démission questionne l'avenir du pays et du régime qu'il a incarné pendant près de 3 décennies. Quel Soudan désormais sans Béchir et quel est son avenir? Pour en parler, je reçois Dr Arcel Moreau, politologue, et Brice Eyinga, analyste économique. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Une édition spéciale que nous ouvrons avec vous. Le régime d'Omar el-Béchir a été renversé ce jeudi matin. Au Soudan, des manifestations soutenues par l'armée. Il a démissionné, annonce faite par le ministre de la Défense qui assure qu'un conseil de sécurité va diriger le pays pendant 2 ans. Voici le reportage. La situation ne semble plus à l'avantage du président Omar el-Béchir. Depuis plusieurs mois, des manifestations incessantes dans le pays réclament son départ. Après 5 jours passés devant le siège de l'armée pour demander son soutien, les populations semblent avoir eu gain de cause. Selon certaines sources, des véhicules militaires étaient déjà déployés dans tous les points stratégiques de Khartoum, la capitale. Un communiqué lu sur les antennes de la télévision d'État annonçait une importante déclaration sans donner plus de détails. Mais comme un signal, la télévision d'État diffusait déjà des chants militaires jeudi matin. Au milieu de la matinée, la déclaration du ministre de la Défense est venue clore les débats en annonçant la destitution d'Omar el-Béchir et la mise en place d'un conseil militaire qui va administrer le pays pendant une période transitoire de 2 ans. J'annonce, en tant que ministre de la Défense, la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef. J'annonce premièrement la formation d'un conseil militaire de transition pour une période de transition de 2 ans. La suspension de la Constitution du Soudan de 2005 et la mise en place de l'état d'urgence pour 3 mois et l'instauration d'un couvre-feu pour 1 mois entre 22 h et 4 h du matin. Dans la nuit, plusieurs sources citées par l'agence Reuters affirmaient déjà que le président Omar el-Béchir avait démissionné et cédé après plus de 3 mois de manifestations sur son fauteuil. Une information relayée par d'autres médias du monde arabe. Une autre, selon l'agence, aurait déclaré qu'Omar el-Béchir était déjà assigné en résidence au palais présidentiel, comme certains de ses collaborateurs. Des milliers de personnes ont afflué devant le QG de l'armée après cette annonce, un lieu devenu par excellence le siège de la contestation depuis plusieurs jours. La machine de la destitution d'Omar el-Béchir a été bien huilée avec beaucoup d'alertes ces derniers jours. Pourquoi les émeutes du pain se sont si vite transformées en manifestations contre le régime d'Omar el-Béchir? On commence avec vous, Brice Eyinga. Merci. Déjà, il faut comprendre que les manifestations du pain sont symptomatiques d'une situation économique qui était déjà désastreuse. Et ceci depuis la rupture du Soudan avec la partie sud du Soudan. C'est d'autant plus que l'économie soudanaise étant une économie basée essentiellement sur le pétrole, la sécession avec la partie sud a fait en sorte que 3 quarts des puits de pétrole et des ressources pétrolières se sont retrouvés au sud, privant le nord de cette denrée importante qui sous-tendait l'économie soudanaise. Donc je pense que... Avec un impact assez certain sur les produits de première nécessité. Absolument, absolument, puisque avec cette situation, on a fait en sorte que l'économie était devenue quasiment exsangue et il fallait absolument, dans la mesure du possible, essayer de sauver cette économie qui était dans une difficulté certaine. Maintenant, les impératifs du temps, certainement, n'ont pas permis à el-Béchir de faire toutes les réformes nécessaires afin d'avoir une économie beaucoup plus dynamique. Peut-être aussi n'a-t-il pas eu de volonté, certainement, de prendre des mesures correctives à temps, parce qu'il fallait le faire plus rapidement que d'attendre d'une situation conjoncturelle très avancée pour le faire. Je pense que c'est la conjonction de ces facteurs-là qui a fait en sorte que Béchir se retrouve dans cette situation. Maintenant, après, il faut ajouter à cela le fait que le soutien militaire avec lequel il comptait depuis longtemps a fini par céder sous le poids et la détermination de la population. De cela, on parlera tout au long de cette édition spéciale. Dr Arcel Moreau, on est parti des émeutes du pain, comme on le dit, pour une manifestation qui a tourné très vite contre le régime. Est-ce que dans une économie comme celle du Soudan, fragilisée depuis plusieurs années déjà, le régime déchu avait vraiment les coups des franges pour satisfaire la demande du peuple qui voulait la réduction du prix du pain? Écoutez, bien entendu, c'était pas évident, dans la mesure où la situation économique était extrêmement difficile. Vous savez, la séparation entre les 2 pays a fait perdre
à l'État soudanais près de 50% des recettes pétrolières qui alimentent l'essentiel des exportations et de l'économie du pays. Donc à partir du moment où l'État a perdu ce qui constituait le pilier central de son économie, il devenait difficile pour le gouvernement de tenir un certain nombre d'engagements sociaux. Ces dernières années ont été marquées par des mesures d'austérité, par la hausse des impôts sur les services, sur les biens, sur le commerce, pour tenter de compenser la perte des recettes fiscales liées à la séparation entre le Soudan et le Soudan du Sud. Ce qui a mené ces hausses d'impôts ont eu pour conséquence dans d'autres secteurs des hausses des prix des produits de consommation tels que le pain, qui est quand même une denrée fondamentale, le premier source d'alimentation même des populations en termes de compléments alimentaires. Donc ça devient très difficile et je voulais vous dire que rien n'est plus politique que des questions sociales, telles que le pain, telles que la nourriture. Et ce n'est pas le premier pays, le premier régime qui est déstabilisé. Il y a eu des émeutes de la faim un peu partout, dans beaucoup de pays qui ont fragilisé, voire emporté des régimes. Est-ce que dans cette situation, on peut penser que les mesures prises, les mesures d'austérité, sont le fait du gouvernement déchu ou alors c'est une injonction de la communauté internationale, des institutions financières internationales? Alors ça, je pense que c'est quand même la conjonction de ces deux facteurs, parce qu'il ne faut pas oublier que l'économie soudanaise était sous embargo, la communauté internationale. Donc je pense que la communauté internationale a participé plus ou moins à asphyxier le régime de Béchir. C'est d'autant plus que sur le plan purement politique, la communauté internationale n'était plus en phase avec El-Béchir, en juger par les mandats d'arrêt internationaux lancés contre lui, les 2 mandats d'arrêt tout au long de son mandat, sachant qu'il était en exercice et qui était tout à fait inédit. Donc cela témoignait quand même du climat et de la participation de la communauté internationale au pourrissement de la situation du Soudan. Et très vite, on a vu que la contestation populaire a bénéficié, on a envie de le dire, des intrusions de personnes qui avaient certainement un agenda politique au-delà des revendications sociales. Bien entendu, vous savez, la conjoncture économique et sociale est fortement liée avec le climat politique dans le pays. Omar El-Béchir, c'est quand même 30 ans de régime politique. Ce n'est pas un régime de 5 ans, 10 ans, 20 ans. C'est un régime qui date depuis 30 ans. C'est un régime qui, au-delà de l'appareil partisan, militaire, est aussi étroitement contrôlé par la famille El-Béchir, ses proches, son frère, etc. Donc, du coup, des frustrations au sein même de l'appareil d'État ont fait en sorte que les uns et les autres ont trouvé en cette fragilité sociale-là une occasion peut-être pour donner des derniers coups au régime d'Omar El-Béchir. Oui, une grogne intérieure, mais il y a aussi que depuis plusieurs années déjà, ça ne vous échappe pas, la tête de Béchir a été mise à prix par la communauté internationale, une certaine communauté internationale. Est-ce qu'à ce niveau-là, elle ne peut pas avoir peut-être introduit dans les mouvements de contestation des personnes qui n'étaient pas contrôlées par les autorités soudanaises? Bon, je ne sais pas, sauf d'autres informations que je ne maîtrise pas. Ce qui est pour le moins, que peut-être mon collègue a dit tout à l'heure, c'est que la communauté internationale, notamment les États-Unis, c'est un pays européen, on avait déjà un peu marre du régime d'Omar El-Béchir, notamment à cause de la crise au Darfour. La crise au Darfour, vous vous souvenez, c'est cette partie sud du pays-là qui s'estimait discriminée en raison des considérations religieuses et ethniques par rapport au nord. Les violences qui se sont perpétrées là-bas ont donné lieu à des faits qui ont été qualifiés de génocide par la communauté internationale. Donc des sanctions ont été préméditées, prévues et engagées contre le Soudan, ce qui a fait en sorte que le pays économiquement a eu des embargos. Le pays ne pouvait plus bénéficier des investisseurs qu'il fallait pour pouvoir relancer, voire diversifier l'économie du pays. Donc tous ces éléments, tous ces facteurs font finalement qu'aujourd'hui Omar El-Béchir avait une marge d'action très limitée aujourd'hui. Alors la communauté internationale, bien entendu, ne peut que, notamment ces pays qui n'étaient plus amis avec le régime d'Omar El-Béchir, ne pouvaient que trouver satisfaction dans cette déstabilisation sociale qui a pris forme depuis le mois de décembre dernier. Autrement dit, c'est lui-même qui a peut-être offert des prétextes à ses adversaires pour l'enterrer. Bien sûr, bien sûr. Je crois que lorsqu'on est conscient qu'on n'a pas assez de partenaires, moi je pense qu'il faut tout faire pour essayer de conserver un seul partenaire, c'est la population. Et lorsqu'on essaie de prendre des mesures qui vont dans le sens de satisfaire cette population, peu importe la manipulation qui vient de l'extérieur, la population sera toujours de votre côté et fera en sorte faire échouer certaines choses. Ce qui n'a visiblement pas été le cas au Soudan
Et la conséquence immédiate, effectivement, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Ce que nous voyons, c'est le fait que l'armée se soit très vite invitée dans la contestation. Comment on peut le comprendre? Dire que l'armée s'est invitée à la contestation, c'est un peu très résumé. Vous savez, le Soudan, c'est un pays qui a une histoire assez instable depuis les années 70-80. C'est un pays où les rébellions à vocation islamiste se sont toujours exprimées, où l'armée a toujours joué un rôle important en termes d'unification, en termes de stabilisation, en termes de prise de pouvoir. C'est une armée très politique. Très politique. al-Béchir est venu au pouvoir à la faveur d'un coup d'État en juin 89. Il sort aussi par la porte d'un autre coup d'État en avril 2019. Donc c'est l'armée qui a toujours rythmé, il faut le dire et le reconnaître, la vie politique soudanaise. Donc son intervention dans le jeu politique n'était pas vraiment exclue. D'autant plus qu'en réalité, on l'a remarqué pour le cas par exemple de l'Algérie, c'est que, vous savez, dans un régime, ça fait 30 ans qu'Omar al-Béchir est au pouvoir, il a instauré un régime assez dur en termes de liberté d'expression, en termes de marche, en termes d'opposition. Il y a des élections qui ont été boycottées par l'opposition, on parle de systématisation de la torture, des répressions régulières de l'opposition de la société civile. Donc c'est un pays qui a été politiquement très verrouillé. Comment comprendre qu'entre décembre, janvier, février et surtout à partir de mars et avril aujourd'hui, les manifestations sont par dizaines de milliers. Lorsqu'une partie de l'armée intervient pour pouvoir réprimer, une autre partie intervient pour empêcher cette répression, ce qui veut dire qu'en interne, les uns ont dit qu'il fallait qu'on puisse tourner la page d'Omar el-Béchir. Oui, la chute de Béchir, une victoire de l'armée ou celle du peuple? Au regard un tout petit peu de la configuration et de ce qui se fait à l'instant où nous parlons, je pense que c'est l'armée qui est visiblement le gagnant de ce coup d'État, puisque déjà les personnalités les noms qui commencent à sortir pour composer le Conseil sont essentiellement des militaires. Donc, et de l'autre côté, vous avez la protestation de certains leaders qui estiment avoir été floués. Ça dit beaucoup du climat et du véritable bénéficiaire de ce qui s'est passé au Soudan. Donc, c'est comme le docteur Moreau faisait le parallèle avec l'Algérie. Je crois que c'est l'Algérie, mais de façon beaucoup plus claire. Parce qu'en Algérie, je crois que les militaires... Il y a eu une entourloupe qui ne nous permettait pas d'avoir une lecture nette. Alors, est-ce que c'est une erreur de la rue d'avoir associé l'armée à cette bataille qu'elle menait pourtant depuis plusieurs mois déjà? La rue n'a pas véritablement associé l'armée. On se rappelle de ses appels à dialoguer. Oui, c'est parce qu'en réalité, vous savez... Avec l'armée. C'est un réalisme politique de la part des leaders de l'opposition et de la société civile. À la différence justement de l'Algérie, c'est que l'opposition et la société civile, malgré la répression, sont solidement implantées dans la société soudanaise, d'une part. Et d'autre part, il faut se dire que ce régime, vous avez vu, les manifestations ne sont pas déroulées dans les rues ou les grandes artères de la capitale juste parce qu'il fallait faire le monde et influencer le régime. Les populations ont compris qu'il fallait aller auprès de l'armée, faire pression sur l'armée pour que l'armée qui tient réellement le pouvoir d'Omar el-Béchir puisse prendre une décision claire. Donc, l'armée n'a pas été invitée parce que le peuple avait tant besoin d'armée, parce que par réalisme, il fallait que l'armée, qui est réellement le pilier du régime, puisse se décider face à la situation qui était en pleine déconfiture. Un bain de sang était possible, une séparation de l'armée ou des différents corps d'armée était possible pour une guerre civile. Parce que lorsqu'on parle de l'armée soudanaise, il ne faut pas la voir comme un bloc. Il s'agit de trois grands corps en réalité. Il y a la plus puissante agence de renseignement et des services spéciaux, qui est souvent sur le terrain, qui est l'un des bras droits même du régime. Il y a le corps de la police et les autres forces de défense et de sécurité qui sont sous l'autorité du chef d'état-major. Donc ces grands groupes sociologiques de l'armée soudanaise n'étaient pas toutes d'accord au moment donné. Un temps, les services de renseignement ont soutenu le régime, ils ont été relayés par la police et puis l'armée est intervenue pour essayer de faire blocage avec la pression populaire. Donc l'armée n'a fait en réalité que se servir des manifestations populaires pour poser elle-même ou bien pour récupérer elle-même un pouvoir que longtemps ils ont estimé qu'il fallait tourner la page. Un pouvoir qui était déjà chancelant, sans doute rongé par cette même armée de l'intérieur. Maintenant que cette armée a pris le pouvoir et qu'elle a instauré un conseil militaire de 2 ans, est-ce que vous la voyez en train de faire une petite place à l'opposition? Alors, difficilement, nous pouvons, au moment où nous parlons, percevoir de quoi sera fait demain.
Parce que jusqu'à maintenant, généralement, quand il y a un coup d'État de cette nature, nous avons des déclarations du genre la mise à plat du système constitutionnel, l'ordre constitutionnel est remis en question et apparemment, de la déclaration qui a été faite, rien de tel, et on essaie d'annoncer à la longue qu'est-ce qu'il y aurait à faire en termes de réforme pour essayer de donner une autre forme à l'État. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons, dans la déclaration qui a été faite, l'arme ne semble pas nous orienter par rapport à ce que sera demain. Il me semble que difficilement, je ne pense pas que l'arme ferait grand espace à l'opposition. Et pour revenir à ce que disait le docteur sur la question de l'armée et la position de l'armée vis-à-vis de Béchir, moi j'ai comme l'impression que la population a pensé que Béchir était devenu un mal le plus profond. Peut-être qu'il fallait chercher à travers l'armée le moindre mal. Et ils ont trouvé en l'armée le moindre mal. Mais de quoi sera fait demain? Est-ce que l'armée ne viendrait pas durcir de plus en plus ce système? Parce qu'avec la contestation qu'il y a en ce moment dans la rue, l'armée ne laisserait pas prospérer d'autres formes de manifestations qui pourraient gangréner la direction qu'ils ont prise en ce moment. Je pense qu'il y aurait peut-être une répression qui pourrait s'installer pour essayer de maintenir ce système. En reprenant les doutes et les craintes de Brice Yinga, est-ce qu'on peut imaginer dans les jours à venir, à force des manifestations, des contestations, que l'armée proroge par exemple le mandat de la transition, la durée de la transition, jusqu'à la confiscation du pouvoir? Non, je ne crois pas que ces scénarios soient réellement envisageables ou possibles. Vous savez, il y a eu des tractations, lorsqu'on essaie un peu de suivre la presse étrangère, il y a eu des tractations. Vous savez, il y a déjà, depuis la semaine dernière, certains évoquaient déjà une transition de 4 ans, d'autres une transition de quelques mois, d'autres une transition de 2 ans. Il y a eu des transitions qui ont quand même amené le ministre de la Défense à annoncer une transition de 2 ans, qui paraît, entre guillemets, une forme de mal nécessaire. Bien entendu que la rue est exaspérée, a besoin, a une soif immédiate d'alternance et de changement pour tourner la page, non seulement de Omar el-Béchir, mais du système qui est mis en place. Mais seulement en prenant pour allié de ce changement l'armée, il va falloir que la population puisse comprendre que les choses ne peuvent pas se faire sans que l'armée n'imprime son rythme. Et c'est ça à quoi nous assistons avec les mesures d'état d'urgence, de couvre-feu, d'un conseil essentiellement composé par l'armée. Cependant, l'opposition est inévitable pour cette armée aujourd'hui qui prend le pouvoir, pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est la crédibilisation de la transition qui va venir. Il faut qu'il y ait l'opposition. L'essentiel des forces de l'opposition, tels que le grand mouvement du Congrès national soudanais et d'autres forces de l'opposition sont réunies au sein d'une coalition qu'on appelle l'appel du Soudan. Donc, ce qui est différent d'ailleurs pour ces personnes en Algérie, ici nous avons quand même une élite politique qui s'affirme, qui s'est affirmée dans les manifestations et qui nécessairement va regarder la composition, les négociations qui vont avoir lieu pour la formation du gouvernement de transition. Je pense que l'opposition sera nécessaire pour crédibiliser le processus politique. Et elle sera aussi nécessaire sur un deuxième point parce que ce soit une réforme d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, il y a un besoin de moyens d'appui financier extérieur pour rapidement essayer un peu de capitaliser un peu l'État et trouver des questions sociales. On va mettre un peu de vernis à ce qui se joue depuis quelques heures déjà au Soudan pour obtenir l'appui. Je crois que c'est vers ce schéma que nous allons. Les appuis internationaux. De l'Algérie au Soudan, quelqu'un l'a évoqué ici, il y a comme une contagion démocratique dans l'air. Faut-il redouter des situations similaires sur le continent? Je sais que c'est une question osée, mais il faut quand même la tutoyer, cette question. Lorsque nous nous retrouvions dernièrement sur ce plateau pour analyser le cas de l'Algérie, nous ne pensions pas que quelques semaines après, nous reviendrons sur ce plateau pour analyser le cas du Soudan aujourd'hui. Je pense qu'avec les phénomènes tels que l'Internet et toute la circulation rapide des informations, il est quand même à craindre qu'à la longue, dans certains pays africains, qu'il y ait de mouvements de plus en plus de la société civile et des populations qui s'affranchiraient d'une certaine omerta dans laquelle ils se sont plongés depuis un bon bout de temps du fait de la répression. Je pense que de plus en plus, les populations seront motivées, auront du courage à aller protester lorsqu'ils ne seront pas d'accord par rapport à certaines questions. Je vais mettre un peu d'euphémisme dans cette question de l'Algérie au Soudan. Ces 2 situations parlent-elles au reste du continent? Jusqu'où ces 2 situations peuvent-elles parler au reste du continent? Ou alors vous pensez que les situations sont différentes?
Les situations sont différentes, mais je crois que la comparaison est toujours utile pour tirer des enseignements en termes de gouvernance ou de gouvernabilité des États africains. En Algérie, c'est une question d'opportunité politique qui a mené au départ de Bouteflika, un régime qui a duré pendant longtemps et qui veut encore rester encore pendant plus longtemps encore, 20 ans de Bouteflika pour un 5e mandat avec un président physiquement affaibli par son état de santé. Vous avez au Soudan un président qui est là depuis 30 ans aussi, mais qui a perdu les rouages économiques du pays et qui fait face à une contestation à cause du pain. Vous voyez un régime de 30 ans qui part à cause du pain. Rien de plus simple que cela. Ça paraît anodin, mais c'est une réalité dans laquelle M. Omar el-Béchir se trouve aujourd'hui, là où il est en sécurité, en lieu sûr, comme l'ont annoncé l'armée. Donc c'est pour dire que la question de la gouvernance économique et sociale à laquelle font face beaucoup d'États africains aujourd'hui avec des crises économiques et financières, elle est fondamentale. Ce ne sont pas des questions qu'il faut prendre à la légère, ce ne sont pas des questions qu'il faut simplement traiter d'un point de vue économique. Il faut les regarder sous l'angle politique et social, c'est-à-dire quelle est la portée des mesures, des réformes sociales, d'austérité, de structuration budgétaire, même si c'est sous influence extérieure telles que les agences internationales ou le FMI, il faut regarder l'impact ou les portées sociales et populaires, voire politiques de ces mesures en termes d'affaiblissement de la légitimité d'un régime établi. Voilà. On va prendre des réactions internationales. D'abord, dans un communiqué qui s'abstient de condamner le coup d'État militaire, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, réitère son appel au calme et à la plus grande retenue de tous. Que faut-il en déduire, Brice Inga? Nous sommes dans un chemin purement classique. À la limite, c'est quelque chose qui devient quasi routinier, puisque à chaque coup d'État, à chaque situation, nous avons ces déclarations-là qui sont faites. Mais ces déclarations me paraissent très importantes au moment où les tensions sont de plus en plus élevées. Il faudrait absolument qu'il y ait des discours qui appellent à l'apaisement, pour éviter que nous n'arrivions dans une situation de dérapage, sachant un tout petit peu que nous sommes dans un pays et dont l'histoire a été rappelée par le docteur Moreau tout à l'heure, donc je pense que c'est nécessaire. Opposition aux antipodes de celle de l'ONU, l'Union africaine a critiqué vertement le renversement par l'armée du président soudanais et a appelé au calme et à la retenue dans le pays. Jusqu'où peut aller cette position de l'Union africaine? Vous savez, l'Union africaine a souvent eu des positions un peu déphasé de l'évolution sociopolitique réelle, notamment en matière de prévention de conflits de crise. On a vu l'Union africaine avoir 2 positions qui ont changé en peu de temps sur la question de la RDC au lendemain de l'élection du président Tshisekedi. On voit aussi l'Union africaine aujourd'hui au Soudan qui condamne un coup d'État. Bien sûr, il s'agit effectivement d'un coup d'État, mais je crois que la position de l'ONU l'emporte vis-à-vis de l'Union africaine. C'est l'organisation continentale derrière laquelle se trouve quand même le Conseil de sécurité de l'ONU, derrière laquelle se trouvent les grandes puissances qui avaient intérêt à ce qu'Omar el-Béchir puisse partir. Donc, ce qui veut dire que la position de l'Union africaine ne peut pas tenir sur le long terme. Elle est à peine audible. La rue a obtenu la tête de Béchir, mais tout le système reste en place. Quels sont pour vous les avantages et les inconvénients qui pourraient découler d'une mise à mort totale de tout le système Béchir? Le système Béchir ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Je ne crois pas que c'est trop angélique. Pour la simple raison que, on l'a dit tout à l'heure, on l'a expliqué tout à l'heure, là, c'est que ceux qui vont diriger cette transition, ce sont les gens qui ont fait le système El-Béchir. Il ne faut pas réduire le système El-Béchir à la personne de Omar el-Béchir, de ses proches collaborateurs qui ont été interpellés. C'est parce qu'en réalité, l'armée qui veut gérer la transition veut apparaître comme étant soft, donc en présentant au peuple les victimes, les responsables du régime répressif, dictatorial et prédateur qui vient de partir. C'est tout à fait un leurre, puisqu'aujourd'hui, les manifestants sont en train de demander aujourd'hui, depuis cet après-midi, non seulement il y a la joie du départ de Bouteflika, mais ils demandent également la fin du système et refusent d'ailleurs le délai de 2 ans qui est imposé par l'armée et l'ensemble des mesures sécuritaires qui ont été annoncées. Donc, ce qui veut dire que les gens sont conscients aujourd'hui à Khartoum que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, ce n'est plus simplement le départ de Bouteflika, mais c'est parce que le système a trouvé... Béchir, excusez-moi. C'est parce que le système a trouvé qu'il avait intérêt à se maintenir en écartant
Omar el-Béchir plutôt qu'en le conservant contre la rue et contre la communauté internationale. Donc c'est ce jeu politique qui est en cours aujourd'hui. Et pour revenir, permettez-moi, sur la situation, sur la déclaration du secrétaire de l'ONU, c'est que l'enjeu aujourd'hui de cette transition, c'est effectivement de maintenir la paix et la stabilité. Ce qui est très difficile sur le long terme, parce que s'il n'y a pas un dialogue politique improvisé par la transition, il sera difficile qu'on puisse arriver aux élections avant qu'il n'y ait une faction de l'armée qui va contester la transition qui est mise en place. Oui, comment on maintient l'ordre et la discipline, le calme dans un pays qui traverse des tumultes depuis plusieurs mois? C'est avec des gourdins? Comment on fait? Je pense que le docteur l'a dit, la nécessité du dialogue. Il faudrait que toutes les sensibilités qui s'expriment aujourd'hui se retrouvent dans cette transition. Il faudrait qu'on parle à tout le monde pour qu'il y ait un consensus qui se dégage par rapport à ce qu'il y aurait à faire après la transition ou pendant la transition. Et s'il y a certaines factions qui sont mises à l'écart, alors malheureusement, difficilement ce consensus, sinon cette stabilité pourrait être préservée. Dans cette perspective, est-ce qu'une transition et des élections crédibles suffiront à tourner la page Béchir? Je crois que c'est ce que souhaite la population, pour plusieurs raisons, puisque vous avez parlé peut-être de la question de l'intérêt d'une transition démocratique. Oui, l'intérêt, c'est que si on va à une transition démocratique, ce serait désormais une forme de démocratie où les libertés que les Soudanais ont perdues depuis longtemps par un régime de plus en plus religieux vont être retrouvées. Ultra-religieux, effectivement, vont être retrouvées, ce qui est un intérêt tout à fait important pour ces populations. Et je crois qu'effectivement, si on fait des élections crédibles, si on arrive à des élections crédibles, ça pourrait participer de l'apaisement du climat social. On a entendu dans la déclaration du ministre de la Défense qui a instauré tout à l'heure, qui a instauré cette journée un conseil militaire, que le président déchu se trouve à un lieu sûr. Est-ce qu'il vous semble qu'il a négocié son départ? Je pense que les tractations sont en cours en réalité depuis le mois de février. L'agence des renseignements avait annoncé déjà le départ de Bouteflika, d'Omar el-Béchir en février. Vous êtes très attaché à l'Algérie. Bien sûr. Avant qu'il ne se rétracte. Donc, ce qui veut dire que les négociations étaient en cours depuis, en réalité. Il s'est rétracté. Je crois que c'est en se rétractant qu'une autre aile de l'armée s'est radicalisée pour exiger son départ. Donc, ce qui voudrait dire qu'en réalité, Omar el-Béchir, je vois mal, parce que la plupart des généraux et des militaires aujourd'hui, ce sont ses anciens collègues avec qui ils ont géré le régime ensemble. Ses frères d'armes. Ses frères d'armes. Et même ses hommes à lui, sur le plan même politique, en tant qu'il a gouverné le pays, je crois qu'il faut le voir dans une forme de négociation. Peut-être qu'il peut avoir droit à un exil, ou peut-être on peut négocier autrement sa situation. Ce sera ma dernière question. Vous, Brice Ihinga, puisqu'on nous fait signe que le temps qui nous est imparti est écoulé, quelle est la prochaine destination de Omar el-Béchir? On sait qu'il est poursuivi par la CPI depuis plusieurs années déjà. Vous le voyez à la CPI ou dans un exil doré quelque part? Alors, pour ce régime qui a besoin de se faire adouber par l'extérieur, ce régime qui a besoin du soutien de la communauté internationale, je crois qu'il n'y a rien de tel pour eux que d'offrir à la communauté internationale Béchir pour avoir les faveurs de cette communauté internationale. Donc il est fort probable que la prochaine destination de Béchir soit La Haye. Merci à vous deux. Je connais votre position. Je connais votre position sur la question. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Et c'est ça ferme cette édition spéciale. À très vite sur Gabon 24.